Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir, je vais t'appeler plein de casquettes, hein, un ami, un compatriote de podcast, Oui, un nakama d'équipage, un élève de mon école. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je sais pas, quelqu'un qui m'a interviewé, tout d'abord. mmh Et ton passage sur Verisme TV était qu'une histoire de temps, c'était une évidence. Je suis très content de te recevoir, mon Jérémy. mais également, content d'être là et également, tu as oublié la casquette de fan de One Piece, Ouais, d'initié à Berserk, je l'avais de mis à Nakama, de en fait, féru de Boji. c'est clair. C'est clair qu'au niveau pop culture, c'est pour ça qu'on a fait le podcast, hein, c'est qu'on est tous les deux fans de certaines œuvres de pop culture qui nous nourrissent comme les contes ont nourri l'humanité pendant des Mmh générations. On voit à travers ces nouveaux contes toutes sortes de leçons de vie. Et les quelques œuvres que je viens juste de citer, dont je me suis inspiré notamment pour certains des dessins, ça nous touche particulièrement, hein, tous les deux. Mmh. Très beau dessin encore une fois d'ailleurs. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Tu les verras en vrai quand tu Bien sûr, viendras bientôt, passer un petit peu de temps à la maison. d'ici quelques semaines maintenant. Ouais, ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Jérém? Présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'où je viens, mais de très loin. Non, je viens, essentiellement d'études en ressources humaines à la base, avec un gros passé de recruteur. Est-ce que tu le savais? Je suis même pas sûr, j'en ai fait durant 10 ans, jusqu'à finir responsable recrutement. D'accord. Donc, à l'âge de 23 ans, je crois, ou 24 ans, où j'ai dû gérer la responsabilité d'une quarantaine de personnes, avec la création du service recrutement, tout simplement, dans une agence d'intérim. Donc, recrutement CDI, CDD pour les personnes qui ne font pas la différence entre l'intérim et le recrutement. Donc, à la fois pour l'interne, pour l'expansion du groupe, et également pour l'externe, pour des clients du groupe. Donc, ça m'a pris 10 ans de ma vie. J'ai toujours été un mauvais salarié parce que je pensais plus à mes projets qu'au salariat. Donc, j'ai beaucoup bossé pour moi sur mon temps de travail, en Mhm. faisant le travail le plus efficacement possible pour me libérer du temps pour mes propres projets. Et j'ai quitté ce monde-là, du coup, en 2018, fin 2018, pour me lancer à 100% dans mes différents projets. Au début, un projet que j'avais avec Aurélie, ma compagne, que tu connais très très bien, qui s'appelait Fit 1000. Comment bien faire manger les sportifs pour être plus efficace et plus performant au niveau sportif, tout simplement. Projet qu'on a abandonné parce qu'on a remarqué que les conseils que l'on pouvait donner étaient trop pointus par rapport aux attentes du marché, en quelque sorte, Mhm. avec cette notion de je veux la solution miracle, facile, rapide, non compromettante et surtout je veux des résultats et non pas un aspect santé qui Mhm. de plus en plus nous drivait avec Aurélie. Et après, je me suis lancé seul sur un projet qui reprenait une chaîne YouTube que j'avais créée en 2016 qui s'appelait Let's Work, dans laquelle je parlais de travail et comment être plus efficace au travail et également comment vulgariser les ressources humaines. Et au final, j'ai fait un melting pot entre Fit1000 et tout simplement mon projet initial qui était Let's Work pour créer le podcast Neuroperformer en prenant, comment dire, en découvrant tout simplement que l'acquisition des compétences que je recherchais au niveau RH, la communication, le management, la gestion du temps, n'était pas tant limitée justement par la lecture, parce qu'on avait beaucoup d'informations par rapport à ça, mais par la capacité à exploiter ces compétences en question. La capacité à avoir l'énergie pour les mettre en place et en application. La capacité à avoir les ressources mentales pour se former, pour intellectualiser les choses. Les capacités à comprendre, à cerner, à bien se reposer pour que le cerveau emmagasine les connaissances que l'on venait de développer et d'acquérir. Et c'est comme ça que tranquillement, j'ai commencé à développer, sans mettre le doigt dessus au départ, bien sûr, hein, c'est venu par itération, on va dire, une approche que j'ai appelée l'approche scientifique de la productivité. Vraiment, c'est un nom assez pompeux pour dire une chose assez simple, qui est le fait de replacer l'être humain au cœur de la productivité, tout simplement. Parce que lorsque l'on prend un bouquin de productivité, on parle d'outils, on parle de processus, on parle de hack, mais on parle jamais de sommeil, on ne parle jamais de nutrition, on ne parle jamais de sport, de mouvement, de compétences cognitives, d'énergie aussi, de concentration. Et en fait, on arrive dans un monde qui est pour moi hérité un peu du Fordisme en quelque sorte, où l'outil est roi et où l'humain est secondaire. Sauf que sans s'intéresser à l'humain qui est derrière l'outil, on fait rien de l'outil. Donc mon but, c'est de replacer l'humain au centre de l'outil, au centre de la méthode, avec à nouveau des concepts comme le sommeil, la nutrition, les compétences cognitives, également une partie psychologie évolutive pour comprendre pourquoi on fonctionne et comment adapter ce mode de fonctionnement ancestral à un mode de vie moderne, avec les biais cognitifs notamment. Et donc j'en ai fait une sauce pour créer ma propre méthode de productivité et d'organisation qui à nouveau place l'humain au centre de l'équation, non plus en marge de cette dernière. Donc j'espère avoir été clair dans le cheminement. Très très clair. Et tu as soulevé un petit peu des points là que j'avais déjà préparés dans ma tête, hein. Je Mhm. voulais t'interroger là-dessus. Tout d'abord, chronologiquement.
On va revenir sur la productivité, on va revenir sur le côté neuro, parce que dans l'image de fond, on doit tenir un cerveau, donc c'est sûr qu'on a envie de poser des questions par rapport à tout ça. On va y venir. Mais d'abord, j'ai noté que YouTube, ça a démarré en 2016 pour toi, Oui. et tu me disais juste avant que tu avais quitté donc, le monde du salariat finalement en 2018. Donc très tôt, en fait, tu as eu, même avant d'être un entrepreneur, le besoin de transmettre. Tu nous as parlé aussi d'un podcast après derrière, donc transmission uniquement par audio. Mhm. Et est-ce que tu arriverais à délimiter chez toi, même étant plus jeune, ce besoin justement de la transmission, dès que tu comprends quelque chose, tu comprends un concept, tu comprends un principe, tu as trouvé une bille, tu as envie de le transmettre, mais de manière publique, quoi. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est souvent une question qu'on me pose aussi, c'est, ok, d'accord, tu as compris Mhm. un truc, voilà, il y a un truc qui a changé ta vie, etc. Mais il y a quand même une étape à vouloir le transmettre à la planète entière, à se mettre sur YouTube, etc. Tu y as déjà pensé? Tu saurais en délimiter la cause de tout ça? Non, alors la cause, je l'ai délimitée quand m'est venu le déclic, ça je l'ai pas. La cause, elle est égoïste en quelque sorte parce que c'est en transmettant qu'on apprend, Ouais, littéralement. et tu trouves pas une forme d'accomplissement, de plaisir à le Alors faire si, bien forcément? sûr, j'ai ça, mais aussi effectivement, c'est que cette notion de, c'est un peu le principe de Feynman que tu connais très bien. C'est expliquer un concept à un enfant de 10 ans. Et en fait, devoir expliquer les choses, souvent on a l'impression de connaître des concepts, de les maîtriser, d'avoir vraiment la capacité à les remobiliser. Et dès lors qu'on nous pose la question, on est confronté à des trous, à des blancs, à des incertitudes. Et en te forçant à être derrière un micro, pardon, ou à écrire des choses, à prendre des notes, à faire des vidéos, tu dois combler ces trous. Mhm. Tu n'as pas le choix. Donc tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu arrêtes de te dire je connais ça. Non, tu le vérifies directement. Et également, il y a une notion, effectivement, pour reprendre le concept de Feynman, qui est de simplifier les choses. Un élément qui m'a aussi poussé à transmettre, donc peut-être que ça fait le lien à ta question, c'est un peu le biais de l'expert, qui fait qu'un expert parle à des experts et non pas à des personnes normales en quelque sorte. Idriss Aberkan, qui est un ami à toi, l'illustre très bien par le concept des défilés de mode, où les experts confectionnent des habits pour des experts. Personne ne porterait ce que l'on vend en défilé, parce qu'on est là pour impressionner nos pairs et non pas pour faire un élément qui est, comment dire, à destination du grand public. Et c'est souvent le cas, effectivement, des personnes qui parlent de science, de neurosciences. On est sur un jargon complètement impitable, complètement incompréhensible. Les liens se font très mal. Et effectivement, je pense littéralement qu'il y a cette volonté, qui soit potentiellement soit intellectualisée ou non, hein, juste de créer des barrières entre eux. Nous, on est les sachants. Vous, vous ne savez pas. Et moi, je veux un peu briser ces barrières-là à mon niveau. Donc, l'idée, c'est de partager effectivement des concepts parfois compliqués, parfois durs, parfois techniques, via des métaphores, Mhm. via des images pour rendre ce savoir accessible. Et après, si on va vraiment au plus profond de ma logique, derrière ce que je fais, il y a une volonté aussi de rendre le monde un peu moins médiocre. C'est un peu prétentieux dit comme ça, j'en ai conscience, mais pour moi, l'être humain a un vrai potentiel, assez beau, assez élevé, assez puissant, et les gens, pour moi, gâchent ce potentiel-là. Et je le remarque très souvent quand je vais en course. Quand je retourne en hypermarché, et non pas en magasin bio, parfois ça m'arrive, je suis sidéré déjà de voir le cadre de l'hypermarché. La lumière vive, agressive, les choses froides, les promotions, le son, la musique, les couleurs et l'état des gens surtout en fait. Les gens sont tous tristes, le regard abattu et qu'on voit le panier de courses des gens, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et c'est vrai qu'à mon niveau, j'ai cette vocation également en transmettant les conséquences des comportements des gens. C'est souvent ce que je fais. Si vous faites A, il y a grande chance que B survienne. Maintenant, deux possibilités. Arrêtez déjà d'accuser la chance ou la malchance. C'est une conséquence qui est physiologique. On la comprend, elle existe. Il y a une corrélation à faire entre le comportement et la conséquence. Maintenant que vous connaissez ça, il y a deux possibilités. Soit vous assumez les conséquences, mais arrêtez de vous plaindre, parce que c'est vous qui l'avez cherché en quelque sorte. Soit, ok, le déclic se fait, vous changez. Et là, c'est génial. Je ne dis pas que ça va révolutionner votre vie, mais vous allez mettre un pas potentiellement vers du mieux. Et si je peux effectivement convaincre des parents de transmettre ça à leurs enfants, là, j'ai tout gagné. Parce que mon but, in fine, ce sont les enfants, littéralement. Parce que pour moi, je suis papa, tu le sais très bien, j'ai deux enfants, je vais être un modèle pour mes enfants. Parce qu'un enfant, c'est une éponge envers son papa et sa maman. Donc si le papa ou la maman ont un bon mode de vie, avec les pincettes que je peux y mettre, bien évidemment, qu'est-ce qu'un mode de vie? C'est tout et rien, on est bien d'accord. Mais un mode de vie sain, aligné, sportif, où ils prennent le temps de communiquer, de manger, de former, d'apprendre, de partager, de dialoguer, c'est tout gagné parce que l'enfant va absorber ça. Et là, on aura gagné selon moi. En tout cas, c'est ma victoire qui sera au bout du chemin, tu vois, si je peux Mhm. faire ça. Mhm.
Donc, je suis parti un peu dans tous les sens, j'en ai conscience. Mais c'est vraiment, effectivement, si je reprends, la volonté, c'est de m'approprier les concepts, de les redonner et de rendre à mon humble niveau le monde un peu moins médiocre par le partage des informations, par ma prise de parole, on va dire en quelque sorte, par des vidéos ou par un micro quand je fais un podcast. Et est-ce que s'il y avait personne qui t'écoutait, tu pourrais le faire? Ouais, C'est-à-dire, c'est bon, vrai que je le ferai quand même. ok. Parce C'est que, ça aussi le fond de ma question. C'est oui, ce besoin de transmission, j'ai l'impression qu'il est viscéral chez l'humain. Hmm. Tu sais, dans l'école, on insiste beaucoup sur la qualité du lien et la compréhension de la structure. Hmm. Le lien, il a besoin d'être tissé avec autrui. Et s'il n'y a personne pour qui transmettre, on le ferait pour nous-mêmes. Ça nous apporterait, etc. Mais ce serait caduque au bout d'un moment. Bien On a sûr. besoin véritablement de le faire, même s'il n'y avait pas YouTube et les réseaux sociaux, etc., et que ça s'adressait à une seule personne, même si c'était une seule personne, et même si on devait même le coucher sur papier en se disant l'humanité le lira dans 1000 ans, il y a quelque chose de fondamentalement en Hmm. nous qui nous pousse vraiment à transmettre. Et voilà, j'avais envie d'avoir ton Ah, retour. preuve en est, à mon niveau, je tiens un journal intime en quelque sorte où je retrace ma vie, mes complications, mes difficultés, mes réussites, un peu un bilan de ma vie avec ma compagne, mes enfants, j'en passe, mes parents, mes grands-parents. Ça fait 2 ans que je le tiens tous les jours, 800 jours sans aucun loupé en quelque sorte, et je le fais pour moi. Et en fait, je le fais même pour mon moi futur. Des fois, je m'adresse des phrases pour le futur. Quand tu vas dire ça, tu vas rigoler. Tu vas faire ceci, tu vas comprendre ça de telle façon. Effectivement, personne ne le lit à part moi. Mais j'ai besoin de coucher les choses, effectivement, ne serait-ce que pour vider le cerveau. Parce que j'ai besoin, effectivement, de tracer un plan, de tirer des conclusions, de comprendre là où je vais, les erreurs que j'ai fait, d'en tirer des conclusions, des leçons, d'avancer, de progresser. Et c'est important pour moi de faire ce travail un peu introspectif, en quelque sorte, par un journal. Mhm. Et je sais que tu le fais toi aussi. Mhm. C'est tellement puissant, tellement puissant. Mais voilà, les deux sont extrêmement complémentaires quand il y a la personne en face ou même le monde en face. C'est Mhm. une autre aventure, une autre épreuve, voilà, une autre expérience qui apportera d'autres choses. Mais l'introspection juste pour soi-même, c'est aussi également très très puissant. Euh, super. Tu nous as parlé de beaucoup de choses là déjà. Il y a eu des termes qui ont été lâchés comme la médiocrité. Et dès que tu as parlé de médiocrité, j'ai tout de suite pensé à euh, ce que tu as sorti comme programme il y a peu de temps autour de la procrastination. Tu veux Ouais. nous en parler par rapport à ça? C'est vrai que j'ai créé un programme il y a quelques temps qui s'appelle Anti-procrastination, mais qui va bientôt être incorporé dans les méthodes globales neuroproductivité. Ok. En fait, il y a un programme pour un peu démystifier ce qu'est la procrastination, parce que très souvent, on la compare à un manque de motivation, Mhm. à un manque d'organisation, à un manque d'intérêt. C'est un peu presque culpabilisateur en quelque sorte. Ah. Sauf que la procrastination, telle que moi j'ai compris, c'est un état normal. Littéralement, l'être humain est fait pour procrastiner. Parce qu'en fait, c'est une bataille entre deux zones du cerveau, qui est le système limbique, qui recherche le plaisir à court terme, qui recherche la satisfaction, qui recherche l'économie d'énergie, et un cortex préfrontal qui, lui, est plus tourné vers l'avenir. Mais sauf que au niveau évolutif, le limbique a permis la survie beaucoup plus que le cortex préfrontal. Parce que le limbique, c'est la réaction immédiate. C'est je vois des fraises, je les mange, ça m'apporte des calories, donc je peux survivre. On ne fait pas un plan sur 10 ans, savoir comment je fais ma culture de fraises. Non, on mange les fraises immédiatement. Et donc aujourd'hui, le cerveau est beaucoup plus enclin à être en mode limbique qu'à être en mode préfrontal. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, entre bosser sur un rapport complet, un dossier complet, un élément technique et prendre mon téléphone et aller sur TikTok, naturellement, je vais sur TikTok. Et quand je dis naturellement, c'est presque inconsciemment. Combien de personnes vont sur TikTok sans en avoir conscience? Et pourquoi TikTok, si on reprend l'exemple, a écrasé ou écrase pardon, YouTube, Instagram et tout? Parce qu'il y a encore moins de friction. On arrive sur le réseau, les vidéos nous sont directement imposées et non pas proposées. Il n'y a même pas l'effort cognitif, l'effort énergétique de faire un choix parmi des vidéos. Là, automatiquement, on les voit. Ça dure quelques secondes, c'est du snack content, comme on l'appelle aujourd'hui. Et je scrolle, je scrolle, je scrolle, je scrolle. C'est dopaminergique. Et entre ça, à nouveau, et mon rapport commercial de 200 pages à établir, le cerveau se dit OK, bah, va sur TikTok. Tu perds zéro énergie, tu prends la dopamine, tu te fais plaisir, tu as un résultat immédiat. Va dessus. Donc, oui, effectivement, ce programme-là est là pour un peu démystifier ce côté presque culpabilisateur de la procrastination, comprendre pourquoi on procrastine et comprendre comment contourner ça efficacement. Parce que Mhm. typiquement, si je prends TikTok, là, c'est un exemple que je montre très souvent, mais moi, si je vais sur Twitter que j'ai sur mon téléphone, c'est la seule application que j'ai. Vu que c'est un élément, un comportement quasiment naturel que de y aller quand on l'a, j'ai mis en Mhm. place une barrière avec une application qui s'appelle, hop, on voit à l'écran, qui s'appelle OneSec, où en fait, je dois tourner mon téléphone 3 fois comme ça.
pour activer Twitter. Donc, ça, tout simplement, ça réancre le réel. Ça coupe le comportement. Ça met de la friction en plus. Donc, automatiquement, le comportement qui est en mode par défaut, je prends mon téléphone, je vais sur Twitter, est désactivé. Parce que je prends conscience de mon comportement grâce à une barrière que j'ai mis en place. Pareil, typiquement, c'est que c'est un peu extrême, mais j'ai une boîte comme ça pour enfermer mon téléphone. Si j'en ai besoin, je le mets dedans, il est fermé durant 1 heure. Je ne peux plus le toucher. Parce que des études l'ont prouvé, même si on ne voit pas son téléphone, mais s'il est vers nous, on perd 26% de productivité. Parce que constamment, le cerveau veut aller vers le téléphone. Donc, on est constamment en état de lutte contre son cerveau. Donc, on fait quoi? On perd de l'énergie. Et il y a plein de micro-coupures qui se produisent, qui introduisent un phénomène de switch cost, donc un changement de circuits neuronaux qui nous font perdre de l'énergie et donc de la productivité. Et ça rejoint un peu l'échange qu'on a eu ensemble sur mon propre podcast de l'importance de l'environnement. Si l'environnement est blindé de sources de distraction, même si on pense les ignorer, elles vont impacter le travail. C'est obligatoire, c'est comme ça et c'est quasiment inconscient. Et vu que c'est inconscient, on ne le mesure pas, malheureusement. C'est vrai que de nos jours, on est obligé d'être très précautionneux par rapport à tout ça. On est obligé d'avoir un œil critique sur son environnement, sur sa maison, sur sa chambre, sur l'utilisation de son portable, évidemment. Les pièges sont tellement là, sont tellement omniprésents. C'est très compliqué de ne pas faire preuve d'une grande discipline. Oui. Parce que sinon, on se fait bouffer, quoi. C'est assez terrible comme ça, mais ou sinon, on part vivre vraiment au fin fond de la montagne. Mais là, je pense qu'il y en a peu qui tiendraient plus de 2 semaines. C'est ça aussi le truc, c'est que beaucoup te disent, ah oui, mais alors, moi, j'irai vivre voilà, au fin fond de Bali ou un truc comme ça. À mon avis, peu sont capables, parce que le changement, c'est tellement brutal que perte de repère totale et non, en fait, ça suivra pas. Tu as prononcé plusieurs fois le mot productivité, c'est un terme qui revient régulièrement et on parlera tout à l'heure de la neuroproductivité. Ouais. Tu disais, je perds la productivité, par exemple, 26% par rapport au portable, etc. Est-ce que tu penses que ce terme il est interchangeable avec épanouissement? Je pense que oui. Ouais. Littéralement, parce que le portable nous coupe de l'instant présent et j'en suis littéralement victime. Je suis trop sur mon téléphone, même si je suis très peu dessus par rapport aux autres personnes, j'en ai conscience. Mais j'ai fait un podcast avec Slim récemment, voilà, un ami à toi. Tu m'as mis en relation avec lui, c'était super. Et durant l'échange, j'ai rapidement été sur Internet pour voir le temps de connexion sur TikTok aujourd'hui. Je crois que c'est 90 minutes en moyenne par jour. Okay. Donc, comment est-ce qu'on peut être épanoui quand on passe son temps sur son téléphone? Ou du moins, peut-être que le rapport à l'épanouissement a changé. En fait, moi, je le perçois plus, l'épanouissement, comme étant avec mes proches. Passer des moments de qualité avec eux. Ou faire du sport aussi. Ça, c'est mon épanouissement. Est-ce que l'épanouissement, aujourd'hui, n'a pas gravité vers le téléphone portable? Je sais pas. C'est une vraie question que je me pose. C'est tellement dopaminergique. Et les gens ont tellement l'impression d'être connectés aux autres, alors qu'ils le sont de moins en moins, potentiellement, que l'épanouissement est passé par là. Mais c'est terrible à voir. Quand on va au restaurant avec Aurélie, combien de couples sont sur leur téléphone à ne pas s'adresser un seul regard? Avec des écouteurs. Avec des écouteurs, mais c'est terrible d'en arriver là. C'est lunaire d'en arriver là aujourd'hui. Hein. Et oui. C'est juste effrayant. En fait, les gens sont proches mais déconnectés. Ouais, c'est assez terrible. Moi, c'est vrai que on va reciter Idriss, parce que j'ai déjà cité, mais il nous disait bien dans ses toutes premières conférences que quelqu'un épanoui est forcément productif, mais quelqu'un qui est productif pas forcément épanoui. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais te poser la question, que finalement, quand tu nous proposes de retrouver de la productivité, c'est uniquement en passant par l'épanouissement, pour moi, qui est justement cette paix intérieure, en fait. Cette relation avec toi-même qui est saine, ok, sans friction, comme tu disais tout à l'heure un petit peu, c'est-à-dire tu es aligné avec tes valeurs, avec ce que tu penses être important, avec ce que tu as à faire dans la journée, avec tes proches, etc. Et il n'y a pas des parts en toi qui sont conscientes ou inconscientes, qui cherchent à s'exprimer, mais que tu refoules. Et c'est vrai que la diversion, surtout par les écrans, qui sont, comme tu l'as très bien dit, des voies dopaminergiques, c'est-à-dire on se projette dans un monde qui n'est pas ici et maintenant, qui est à travers un écran, qui est loin, dans le temps, dans l'espace, etc. Et ça suscite notre désir, quoi. On veut un truc, on veut optimiser notre chance de survie en s'accaparant quelque chose que l'on n'a pas. Concrètement, c'est ça un désir. Et la dopamine est la molécule de ça. C'est celle qui nous fait pousser au mouvement et qui est rattachée de temps en temps à la motivation, mais c'est pas uniquement ça. Et ben tout ça, c'est un autre monde, une autre voie neurobiologique que ici et maintenant. Et dans ici et maintenant, il y a
voilà, il y a une phrase qui est très très puissante et on se doute mal de la puissance de cette phrase, c'est « Je ne désire rien de plus qu'être ici et maintenant ». Mhm. C'est faire correspondre justement le désir avec le moment présent. Si je désire rien de plus qu'être ici et maintenant, mais là, c'est la puissance ultime. Et on le connaît, toi qui es sportif, ce moment-là, c'est quand on lâche la barre, quand on finit la course à pied, quand on arrête l'effort. Et là, tu es tellement dans la sensation du corps et dans voilà, le fait d'être fier de soi que c'est bon, servi, comme au poker. C'est bon, j'ai le carré d'as, ne me donnez rien d'autre, tout va bien. Et même Ça quand tu es sous la barre aussi, quand oui, elle non, mais devient difficile, là, tu es forcément dans l'ici et maintenant. Plus rien ne compte. oui, mais tu réalises, tu peux être dans l'effort encore, tu vois, et dans le truc de Mhm. tellement concentré dans quelque chose qui est abstrait, de je dois pousser, etc., que tu savoures pas encore, tu n'es pas encore dans le fait de savourer ce qui vient de se Mhm. passer. Quand tu reposes, tu lâches, ou que tu as gravi la montagne, vraiment, tu t'es donné à fond et tout, et que monte en toi le sentiment d'accomplissement, là, apparemment, les études en neurosciences et le livre que j'avais lu qui raconte ça, je crois que c'est Dopamine Nation. Mhm. Très, très bon livre. Et Bon, de très bref, bons titres. Huberman en parle Mhm. assez souvent, d'Anna Lemke. Et elle dit justement, quand Here and Now se rejoint avec dopamine, quand ici et maintenant se rejoint avec Mhm. dopamine, quand sérotonine, ocytocine, vasopressine, tout ce que tu veux, sont en même temps que la dopamine dans le corps, c'est les moments d'accomplissement personnel. Bah, c'est aussi l'orgasme, mine de rien. Et c'est exactement ça. C'est aussi l'orgasme. Littéralement, les mêmes neurotransmetteurs sont libérés à l'orgasme. C'est ça. C'est un switch tellement puissant, Mhm. justement, et un moment une frontière qui est diffuse entre les deux. C'est-à-dire, on va passer très rapidement d'un moment qui est très dopaminergique à un moment qui est très, justement, sérotonine, etc. Mhm. Que la rechute est, surtout chez l'homme, surtout très, très forte. Mhm. Procrastination, ok. Maintenant, cette productivité, pourquoi derrière nous, là, tu tiens un cerveau? Pourquoi tu l'as fait passer du côté neuro? Alors ça, c'est vraiment le terme neuro, il est utilisé à tort à travers maintenant. On fait un coucou d'ailleurs au labo RNP. On fait un coucou à tous ceux qui travaillent en posturologie, notre cher Mathieu Boulet, tout le monde, quoi, qui travaille avec la neuro. Pourquoi ce terme-là? Et comment tu vas l'installer justement dans une démarche de productivité et donc d'épanouissement? Parce que selon moi, le cerveau n'est pas câblé pour être productif. On en a parlé un peu au départ. Mhm. Littéralement, il est câblé pour la survie, pour la loi du moins d'effort, pour économiser de l'énergie, pour les plaisirs rapides, pour la satisfaction immédiate, mais pas pour la productivité. Et donc, c'est en comprenant ça, selon moi, déjà qu'on peut mettre de côté 90% des méthodes de productivité actuelles. Typiquement, si on prend la mère de toutes ces méthodes-là, qui est la méthode GTD, quand on prend un peu le livre de David Allen, qui est très complet, quand on prend son système mis en place, c'est une usine à gaz. Mhm. Sauf que quand on comprend le cerveau humain derrière, on sait qu'il va fuir naturellement les systèmes trop complexes. Parce que qui dit système trop complexe dit grosse dépense d'énergie, dit système énergivore. Et moi, monsieur le cerveau, je veux garder mon énergie parce que si je dois me battre ou fuir, il me faut de l'énergie. Donc déjà, à partir de là, on peut déjà éliminer 90% des méthodes en comprenant comment fonctionne le cerveau. Et tout simplement parce qu'on l'a vu précédemment, et je l'ai évoqué précédemment, on est dans un monde à nouveau où l'outil est roi. Sauf que pour utiliser un outil, il faut un cerveau qui est viable, efficace et qui est vraiment fonctionnel. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Littéralement, on tombe tous dans des biais en termes de productivité. On tombe tous dans des écueils qui nous font perdre effectivement de l'efficacité. Et je trouve qu'on n'a pas assez mis les systèmes actuels autour du cerveau humain pour qu'il s'adapte à ce dernier et non pas pour forcer le cerveau à s'adapter au système qu'on va lui imposer. Parce que, in fine, on est sur des gens, c'est le cas que je trouve très souvent chez mes clients, chez les gens qui m'écrivent, et même chez les personnes que je connaisse de façon générale, et j'ai eu également cet écueil de par le passé, c'est les gens vont de système en système, constamment parce qu'ils prennent un système, le système n'est pas adapté au cerveau humain, également, il n'est pas adapté à la volatilité, on pourra en parler plus tard si jamais t'es intéressé, le système explose. Les gens se disent, ok, c'est la faute du système, donc on change de système. Et c'est comme ça qu'on est victime du syndrome de l'objet brillant, où on est sur des pubs Facebook, des pubs YouTube, etc., qui vendent constamment le nouveau système à la mode. Le terme nouveau marche tellement bien en marketing qu'il est employé partout aujourd'hui. Sauf que constamment, c'est un énième système qui a repompé des précédents et qui ne tient pas la route parce qu'à nouveau, il n'est pas adapté au cerveau humain. Il n'est pas adapté à cette notion de survie, d'économie d'énergie, de comprendre comment effectivement on pense, comment on réfléchit, pourquoi on a deux systèmes de la pensée, comme le dirait très bien Daniel Kahneman, un système rapide, un système lent. Pourquoi le système rapide est privilégié? Pourquoi le lent, pardon, ne l'est pas? Comment composer autour de ça? En fait, c'est le cerveau qui médit chacun de nos gestes, chacun de nos comportements. Si on ne comprend pas ce qui est à la base de la productivité, des faits et gestes, des pensées, des actions, de nos motivations, de notre concentration,
pour moi, tout ce qu'on met derrière ne tiendra pas la route. Parce qu'on bâtit un château sur du sable, ni plus ni moins. C'est pour ça, effectivement, que j'ai mis le terme neuro qui est galvaudé aujourd'hui, j'en ai conscience. Parce que tu as neuro à la sauce pour tout aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pour moi quand même la base de tout. Ça reste le cerveau humain et l'organisme qu'il y a derrière aussi. Avant de parler de productivité, on sera 1000 fois plus efficace et productif en dormant bien, en faisant du sport, en s'alimentant bien, sans système derrière, que l'inverse selon moi. Donc tu fais rejoindre pleine santé et Oui, performance, qui sont complètement. des mondes qu'on oppose très souvent, quoi, hein. Et tu fais justement, très justement, s'opposer, mais avec d'autres termes, les règles et les principes. Ça, c'est un truc, un gros chapitre, hein, des trucs qu'on répète un petit peu au CNH, hein, la différence entre les règles et les principes, les règles ou les outils, comme tu l'as très bien dit, hein, ou les systèmes, tu sais, on passe d'un système à l'autre. Les règles, les systèmes, les outils, c'est des trucs qu'on s'impose à soi-même. Voilà, j'ai trouvé une façon de faire, c'est mon système, c'est mon outil. Le truc à ne pas faire, c'est de penser que ça, c'est un principe et que donc il va s'imposer à tout le monde. Les principes sont différents, ils s'imposent de manière uniforme et qu'on le veuille ou non à tout le monde, comme la gravité, comme la pression de l'air, le fait qu'il pleuve aujourd'hui. Voilà. C'est un principe. Si vous allez dans l'eau froide, il va se passer ça. Votre corps va réagir comme ça. On sait comment ça marche, la physiologie. Et quand tu dis que tu replaces l'humain au centre, tu replaces le cerveau au centre, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu replaces les principes, ce qui est Oui. immuable, ce qui est commun à tout le monde, et que donc ça va marcher. C'est obligé. Vous êtes comme ça, vous êtes un être humain à force. Sinon, si vous arrivez à me prouver le contraire, on va discuter. Mais si vous êtes un être humain, voilà comment vous fonctionnez. Et c'est à partir de la compréhension de comment vous fonctionnez qu'on va délimiter les outils qui sont adaptés pour vous et votre situation. Ouais. C'est ta démarche. Complètement, c'est ça. Les principes premiers, effectivement, comme le dirait Elon Musk, on revient à la base avant de mettre des choses par-dessus. Et c'est un peu également le principe de Taleb avec la via negativa. Avant d'ajouter, déjà, on va commencer par supprimer ce qui ne va pas. Et donc, on va consolider la base. Et après, on va ajouter des choses par-dessus. S'il le faut aussi, c'est nécessaire également. Et même l'effet Lindy, si on va dans ce Oui, sens-là. C'est-à-dire que les outils que vous avez inventés, c'est tout nouveau, tout beau, c'est l'effet brillant dont tu parlais tout à l'heure. Ok, d'accord, c'est nouveau, c'est intéressant, mais concentrons-nous d'abord sur ce qu'on a vu qui marche et qui a passé le passage du temps. Et si ça a passé le passage du temps, si ça a passé les siècles et les millénaires, c'est que c'est sans doute quelque part pertinent et qu'on peut tous l'utiliser. mais c'est un exemple que je prends très souvent. L'exemple, le modèle de productivité, c'est De Vinci. Est-ce qu'il avait un Notion? Est-ce qu'il avait un Trello? Je ne pense pas. On peut très bien faire avec des carnets, un petit papier, et ça suffit. Et le mec a été le plus grand inventeur de tous les temps quasiment. Sans à nouveau, sans Internet, sans Notion, sans Trello, etc. Alors, est-ce qu'il mangeait bien? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Mais le fait est, c'est qu'on peut faire sans les outils aujourd'hui. Sauf qu'on nous vend le contraire pour vendre des outils. Nous rend dépendants pour consommer, Oui. c'est pas nouveau, mais encore faut-il le conscientiser, quoi. Vraiment en prendre conscience et le voir. Tu peux nous parler un petit peu plus en détail justement dans ce programme de neuroproductivité? Alors je sais pas si quand j'aurai posté cette vidéo, il sera disponible d'ailleurs. Si, il l'est. Ouais. En fait, Ok. c'est un programme qui est en perpétuelle évolution. Je le pense non pas comme étant un programme, mais comme étant un pack de programmes déjà pour commencer. D'accord. Et en fait, dedans, je synthétise les recherches que je fais dans cette notion de neuroproductivité. Donc, il y a déjà un système forcément qui va derrière, parce qu'il y a un système qui est épuré. Vraiment, c'est le minimum syndical selon moi pour être efficace, qui inclut à nouveau la notion de volatilité. Donc, il faut que je parle encore une fois après. Mais surtout, tous les éléments que je peux trouver par rapport à comment être plus concentré, comment créer des habitudes productives, notamment avec cette notion de répétition, avec cette notion de boucle DECR avec le déclencheur, l'envie, la récompense et le comportement. Des éléments comme comment créer également un environnement de travail productif. Le fait d'avoir des choses uniquement essentielles sur son bureau. Également des hacks un peu bêtes, mais avoir une plante dans son environnement, c'est éprouvé, monte la productivité. Également avoir un miroir monte la productivité. Pourquoi? Parce qu'on va constamment voir son image se refléter. Donc, si on fait de la procrastination, si on fait quelque chose de moins bien, si on traîne sur TikTok et on se voit en train de faire ça, si on peut se méta-analyser via un miroir, automatiquement, on voudra arrêter le comportement. Parce que l'image que l'on renvoie à nous-mêmes n'est pas bonne. Pas mal de choses comme ça que je mets en place. Et donc, c'est un programme qui est effectivement en constante évolution. Et je m'en sers comme mon laboratoire, encore une fois. Donc, c'est disponible dès maintenant. La version actuelle ne sera pas celle de demain, ni celle d'après-demain, et n'est pas celle d'hier non plus. Parce que c'est constamment en perpétuel mouvement. Et c'est comme ça que je le veux aujourd'hui. Je veux des retours de la part de mes clients. Je veux expérimenter des choses. Je veux tester des choses. Je veux mettre ça à jour. Je veux que ce soit vivant, tout simplement. Parce qu'on parle effectivement d'éléments millénaires avec le cerveau et j'en passe, sauf que les recherches à l'heure actuelle découvrent constamment des choses
par rapport au cerveau, par rapport aux voies dopaminergiques, par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Donc, proposer un programme qui est arrêté dans le temps ira en opposition avec ce que je vends et ce que je promeux à l'heure actuelle. Donc, effectivement, c'est un programme qui est 100% en ligne, un peu comme ce que tu proposais, toi, via H4H. Et aussi par rapport au CNH, parce que tu as une version 100% dématérialisée, on va dire, qui est accessible quasiment en tout temps. Et pour les gens un peu sceptiques par rapport à la méthode, et c'est très bien d'être sceptique, hein, je vous encourage à l'être, j'ai créé un programme d'initiation pour expliquer un peu quels sont mes principes, quels sont mes préceptes, qu'est-ce que je vends dedans, qu'est-ce que je promeux, qu'est-ce que je mets en évidence, et comment eux peuvent l'appliquer concrètement. Et surtout pour démontrer littéralement la puissance de la pratique selon moi. Parce qu'à chaque fois, je questionne les gens sur, OK, imaginez, vous mettez ce concept-là en application, comment ça va changer votre vie? Comment ça va améliorer votre quotidien? Prenez le temps de le comprendre, de l'intellectualiser, de l'écrire, pour prendre conscience que l'outil CAM est très puissant. Typiquement, je parle des chronotypes, à savoir comment adapter précisément son planning, ses tâches, ses activités, ses projets au rythme naturel de son corps. C'est bête, mais personne n'en parle. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se fixent des tâches très compliquées quand leur corps est physiologiquement incapable de travailler. Ou à l'inverse, qui gâchent leur potentiel en fixant des tâches très simples quand ils sont en plein pic d'énergie. Juste quand on comprend ça, pour moi, on a compris 10 fois plus de choses que la majorité des méthodes à l'heure actuelle. Parce que, à nouveau, on est en harmonie avec soi-même. On respecte son corps. On va dans le sens de son corps et on ne lâche pas à contre-courant. Donc, la question initiale, est-ce que le programme est disponible? Oui, il l'est. C'est génial. Non, la question, c'est vraiment, parle-nous en détail de tout ça, donc tu as très bien fait. Moi aussi, je parle de la caféine, comment optimiser la prise de caféine, super important. D'ailleurs, pour les lecteurs, c'est du DK, ne vous inquiétez pas. DK sans solvant, parce qu'il est plus de 14 heures et on sait que c'est pas bon pour le sommeil juste après. Tout simplement, les gens, effectivement, aujourd'hui, s'abreuvent de café H24 pour pallier à un manque de sommeil, sauf qu'en faisant ça, ils créent un manque de sommeil. Je pense que c'est l'exemple le plus parlant quand on parle de friction, quand on parle de ne pas se respecter, de ne pas être en harmonie par rapport à ses besoins physiologiques. Le fait d'être fatigué, de bâiller et de se dire je vais prendre un café, c'est exact. Je pense que l'inverse. Il n'y a pas un exemple plus parlant que celui-là, quoi. C'est-à-dire, ok, le corps dit un truc, mais je vais lui envoyer complètement le contraire pour faire en fait ce que j'ai envie de faire, en fait, de manière très égoïste, quoi. Et en plus, maintenant, le seuil d'adaptation au café est tellement élevé que les gens se gavent de café. Et je suis passé par là. Quand mon premier fils est né, il n'a pas fait ses nuits durant 2 ans, je me dopais au café. Et j'en ai vu les conséquences. J'en ai fait les frais. Je tournais à 2 cafetières par jour. Je sais ce que c'est d'être accro au café, de trembler à cause de la caféine. Et effectivement, je parle en connaissance de cause. Maintenant, j'en consomme quasiment plus. Je dois en boire 1 tous les 3-4 jours. À une époque, j'arrêtais durant 2 ans, même carrément. Plus une seule goutte. Et maintenant, je sais m'en servir efficacement. Non pas comme étant une habitude, mais comme étant presque une arme pour être plus efficace quand je peux être plus efficace, encore une fois. Tu l'as très bien dit. C'est pas quand on est fatigué qu'il faut prendre du café. Parce qu'on repousse la fatigue, ni plus ni moins. C'est pas magique, en fait. Ce qui coûte pas cher aujourd'hui coûtera très cher demain. En fait, on capitalise sur un élément qui n'est pas bon. Donc, forcément, on en fera les frais à l'avenir. Comme les cartes de crédit aux États-Unis. On fait toujours la même blague, tu sais, dans une série américaine ou un dessin animé américain où il y a un enfant qui découvre les cartes de crédit et il pense que c'est magique, quoi. Il peut tout acheter, il commande tout sur Internet, etc. Et les parents derrière disent non, mais plus tard, ça va nous retomber sur la tronche, en fait. C'est exactement la même chose, quoi. Comme tu disais très bien dit, c'est pas du tout magique, quoi. En parlant des enfants. Oui. Comment ça se passe pour un papa-preneur? Là, tu fais quoi, mon deuxième podcast, Papa-preneur? Ouais. J'ai un podcast, effectivement, que j'ai lancé avec un ami, Quentin Viard, qui s'appelle Papa-preneur, où, en fait, on est parti du même postulat que pour la neuroproductivité, à savoir qu'aucun livre de productivité, aucune méthode ne comprend le terme d'enfant. Alors que, comme je dis très bien, effectivement, quand on est entrepreneur, au bout d'un moment, on commence à rôder un peu son quotidien. On commence à avoir une organisation qui est bien, on a notre rythme, le sport, les sorties, la marche, tout est nickel, tout est parfait. Et l'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est du chaos qui arrive dans un quotidien qui est ordonné. Et en fait, j'ai fait l'erreur durant 2 ans de vouloir maintenir ma vie d'avant avec un enfant en plus. Je suis très sportif, j'en fais depuis que j'ai 4 ans, je m'entraîne à la salle de musculation tous les matins à 6 h du matin. J'ai gardé ce rythme durant 2 ans avec un enfant qui, comme je l'ai dit précédemment, n'a pas dormi durant 2 ans également. J'ai voulu continuer à travailler tard aussi le soir. À l'époque, je me respectais moins pour compenser justement le manque de travail en journée. Je ne me suis pas écouté, tout simplement, durant 2 années. Parce qu'à nouveau, je voulais conserver un mode de vie célibataire, entre guillemets, avec un enfant en plus. Conséquence, j'ai été accro à la caféine, j'ai pris des années de vie en plus avec des belles cernes bien marquées et tout. J'en fais encore les frais aujourd'hui.
Et justement, le but de Papapreneur, c'est d'éviter que les personnes tombent dans cet écueil-là à nouveau. Parce que on le voit bien trop souvent. On veut ça en tant qu'être humain. On a un paradigme qui est instauré. On veut le garder. Parce que changer de paradigme, c'est trop énergivore. On veut garder ce à quoi on est attaché. C'est mon mode de vie. Également, c'est une étiquette. J'étais le mec qui allait au sport tous les matins à 6 h du matin. C'était moi, littéralement, c'était moi. Je voulais avoir cette étiquette auprès des autres. Je ne veux pas l'enlever, l'étiquette. Je veux la garder. Je suis ce type-là. Ce mec qui a des projets, ce mec qui a de l'ambition, qui lance des choses. Je veux le garder, avec un enfant en plus. Et mine de rien, j'en ai fait les frais, comme j'ai pu le dire précédemment. Mon couple aussi en a fait un peu les frais. Hein. C'était compliqué, Cory, à l'époque. J'étais plus tendu, plus nerveux, à cause du manque de sommeil et également à cause de la caféine, bien sûr. Et surtout, ma relation avec mon fils a été moins bonne. Elle s'en est vue détériorer. On en parle très souvent avec Quentin, avec qui je co-anime le podcast encore une fois. L'écueil que l'on veut éviter à nos auditeurs, c'est de penser à nos enfants quand on est au travail et de penser au travail quand on est avec nos enfants. On revient à cette notion que tu as dite précédemment d'être ici et présent à l'instant T. On ne l'était strictement jamais parce qu'on en voulait à nos enfants quand ils gâchaient notre travail et on s'en voulait à nous-mêmes de ne pas être nos enfants quand on travaillait. Et c'est incroyable de constamment vivre dans une vie qui n'est pas la tienne, où tu n'as que des regrets constamment, que des souffrances. Tu t'en veux. Et donc, à nouveau, la relation avec mon fils, c'était compliqué. C'était vraiment une guerre avec lui. Il me mordait constamment à 100. J'ai encore des cicatrices, hein. Très tendues, beaucoup de cris, beaucoup d'énervement. Et je me suis donné la chance de ne pas reproduire ça avec mon deuxième fils, donc qui est né 3 ans après. Et la relation n'a rien à voir. Après, les enfants également sont différents. J'ai évolué entre-temps, etc. Mais toutes les erreurs que j'ai faites à l'époque avec Nathan, en quelque sorte, erreurs parce que c'était mon niveau de compréhension du monde à l'époque actuelle aussi. Hein, ce n'étaient pas des erreurs sciemment faites. Je les ai évitées avec Raphaël. J'en ai certainement fait d'autres. Mais du moins, j'ai évité celle-ci. La relation n'est pas la même. Du moins, à âge équivalent. Raphaël est autant avec sa maman qu'avec moi. Nathan était avec sa maman. Très peu avec moi. Et ça change tout. Et aujourd'hui, je suis OK. Tu vois, typiquement, on a commencé à mettre Raphaël à la crèche. On pourra en parler parce que c'est une grande aventure. C'est assez effrayant d'ailleurs. Mais le fait est, c'est quand la crèche nous appelle, il est malade. Certes, ça nous embête parce qu'on a planifié des choses, ça arrive. Mais quand je suis à nouveau avec lui, ok, bah go. Dans tous les cas, il est là. Donc autant en profiter, etc. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais j'accepte beaucoup plus la place qu'ont pris mes enfants dans ma vie. Alors qu'à l'époque, pour moi, c'était une place en plus. J'avais 24 heures devant moi, il fallait que je trouve 6 heures en plus pour mes enfants. Mais du coup, c'était pas possible. Donc voilà un peu l'écueil dans lequel je suis tombé à plusieurs reprises. Et voilà l'origine du podcast Papapreneur. On partage avec Quentin, effectivement, notre vie, notre histoire de Papapreneur et surtout les solutions qu'on a mis en place pour éviter à nouveau d'avoir ces problèmes-là et ces désagréments-là. Et vraiment, c'est le podcast qu'on aurait aimé avoir, lui et moi, quand on était justement jeune papapreneur, dépassé, parce que être parent, ça ne s'apprend pas. Malheureusement, on est catapulté. Et je dirais même plus, être papa, ça ne s'apprend pas. Parce que selon moi, après c'est ma théorie, hein, mais pour moi, la maman est maman quand elle a l'enfant dans le ventre. Le papa, c'est quand il sort. Donc à partir de là, vraiment, c'est le côté, la maman a 9 mois pour s'y préparer. Nous, on a une fraction de seconde. Il est là, ok, dans mes bras, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, je suis papa, je suis entrepreneur. Ok, comment je peux concilier les deux? Eh bien, c'est compliqué. Donc, on tâche d'aider les gens justement à avoir cette notion de respect de la vie, un peu, c'est un peu bizarre de dire ça, mais un peu éculé, de vie pro, vie perso. Donc voilà le podcast en détail, ce qu'est Papapreneur. Magnifique. Je trouve que l'initiative est très très belle. Vraiment. Merci. Chapeau d'y avoir pensé, quoi. Est-ce que tu as, avec Quentin peut-être, ou toi-même, hein, tu t'es déjà projeté dans 10 ans, quand tes enfants écouteront le podcast Papapreneur? Ils Pas du écouteront tout. tout ce que tu as dit là. Mais pas du tout. Ouais. Autant je me suis projeté avec mon journal, parce que je le fais imprimer, parce que également j'ai donné ça à mes grands-parents pour qu'ils puissent également écrire leur propre journal à leur niveau, pour que je puisse connaître leur histoire, leur passé, leur vie, parce que ça m'intéresse d'avoir ça entre mes mains, de comprendre un peu l'intimité de mes grands-parents, parce que les questionner, c'est pas spécialement évident. C'est quand même des sujets assez tabous, parfois l'intimité, ta vie. Et entre le verbal et l'écrit, il y a un monde. Entre parler spontanément et prendre le temps d'écrire, de poser des mots, de choisir les mots, de l'intonation, de la virgule, de la place du point, il y a un monde. Mais effectivement, je ne me suis pas posé la question par rapport au podcast, mais vraiment pas du tout. Et c'est une très bonne question, et j'ai hâte maintenant d'y être. Tu mettras, pour me faire plaisir, dans ton journal intime plein de choses autour de ça demain matin. Ouais, avec ce soir. Je l'ai fait tous les soirs. Mais oui, avec grand plaisir, parce que tu as raison. J'y ai pas pensé, mais oui, je pense qu'il y a un vrai truc sympa. Et même pourquoi pas faire des podcasts avec eux à l'avenir aussi. Tu vois, ça peut être génial de
d'avoir leur ressenti, leur vie, etc. Enfant-preneur, tu vois. Évidemment, évidemment. Non, Ah, mais je pense qu'il y a un vrai truc. Et à nouveau, on revient à cette notion de transmission et de legs en quelque sorte. mhm. Parce que je sais que tout ce que je crée ne sont que des legs à mes enfants, moi aussi à l'humanité en quelque sorte. C'est un peu bizarre de dire ça, mais quand on crée un contenu, on le libère dans Internet. Donc tout le monde peut le consommer. Et même potentiellement après notre mort. Et même qu'on aura changé d'avis aussi. Même qu'on aura évolué. Donc oui, effectivement, c'est une belle réflexion que tu me donnes là. Une très très belle. Et je t'en Ah, remercie, Pierre. en parlant, je t'en prie, je t'en prie. C'est des choses, tu sais, que j'aime bien faire, ces expériences de pensée. Hein. C'est méditer sur plein de choses, méditer sur sa propre mort, méditer sur la mort des proches, méditer sur le fait de, voilà, si vraiment j'avais tout ce que j'avais à l'esprit là, je le partageais avec la personne à laquelle je suis en train de penser, par exemple, qu'est-ce qui se passerait, etc. Et je trouve que c'est généralement là où on trouve les liens, les biais de confirmation, les croyances limitantes, tout ça qui font naître, éclore des choses qu'on soit on le savait vraiment pas, soit on le mettait un peu sous le tapis, on voulait pas le voir, on s'en doutait un petit peu, on avait une intuition, mais généralement là, ça remue pas mal de choses, quoi. Et là, l'outil de l'écriture est magique pour ça. Parce que je pense que ça passe d'abord par ça. Je le vois beaucoup avec mes grands-parents parce que voilà, qui dit grands-parents, on dit forcément mort proche, hein. Et Mmh. très souvent, je me questionne sur l'état dans lequel je vais être à leur mort parce que ce sont eux qui m'ont éduqué beaucoup plus que ma mère pour des raisons personnelles. Et en plus, je suis confronté constamment à l'état de vieillissement de mes grands-parents parce que je tombe le plus de mon grand-père. Je les aide, je vois qu'ils sont diminués, qu'ils sont maintenant de plus en plus incapacités pour beaucoup de choses du quotidien. Ils me le disent également. Même si j'ai une grand-mère qui a 80 ans, fait encore de la gym avec la Wii Sport. Ah, Juste génial, merveilleux, hein. Mais magnifique. mon grand-père, c'est plus marqué, effectivement. Mais c'est vrai que quand je pose les mots, c'est très dur de les poser. Très Mmh. compliqué de se confronter, en fait, de te dire, OK, ils peuvent mourir demain. Parce que Mmh. le penser, c'est simple. Tu le penses, automatiquement, tu vas sur autre chose. Tu peux chasser une pensée. Mais quand tu dois écrire précisément tes ressentis, tes émotions, l'état émotionnel dans lequel tu vas être après leur mort, les projections que tu en fais, la vache, c'est pas la même, hein. Mmh. C'est clair. Euh, merci pour toutes ces belles réflexions, c'est super intéressant et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Tu as parlé tout à l'heure, très rapidement, de faire du sport à 6 heures du mat, que tu as toujours été Ouais. sportif, etc. On a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat et de la famille, mais parlons un peu vraiment du sport en tant que tel. Toi, en tant que grand sportif, comment justement tes méthodes d'entraînement, si elles ont changé, ont-elles changé? Comment tu as fait varier tout ça et tu as fait évoluer tout ça? Est-ce que les impératifs de temps ont sans doute été une contrainte justement pour améliorer les choses? Et est-ce que tes goûts en termes d'efforts, c'est-à-dire, je sais pas moi, les efforts courts et intenses versus des séances plus longues, de sports d'endurance ou des sports d'équipe comparativement à des sports individuels, est-ce que tout ça, ça évolue au fil du temps? Bien sûr, bien sûr. Alors, grand sportif, c'est un grand mot. Tu m'attribues les qualités que Totalement, je ouais. n'ai peut-être pas. Je fais beaucoup de sport. De là à dire grand sportif, je ne sais pas. C'est ce que je Et voulais déjà, je dire. me considère comme étant sportif quand j'arrive à marcher 4-5 fois dans la journée. Pour Mhm. moi, c'est plus important que de faire 1 heure de sport tous les soirs. Parce que l'idée, pour moi, c'est plus de lutter contre la sédentarité. Et c'est pas en faisant 1 heure de musculation par jour qu'on lutte contre une position assise, qui apporte vraiment son lot de complications et d'effets délétères sur la santé. Alors, pour resituer un peu, niveau sport, j'ai commencé à 4 ans, j'ai fait 1 an de karaté, dont je me souviens pas, pas du tout. Après, de mes 5 ans à mes 23-24 ans, j'ai fait du rugby. Beaucoup, beaucoup de rugby. C'était vraiment mon amour durant des années. Et j'ai commencé ensuite la musculation à 17 ans. J'en fais encore, donc j'ai 23. Ça fait quelques années aussi. Et là, j'arrive à 1 an de Krav Maga. Donc voilà, j'ai fait différents sports effectivement, mais plus des sports sur la durée. Et j'ai pas été le type de personne à sauter de sport en sport. Ok. Pas du tout. Donc le rugby, ça m'a appris des choses juste merveilleuses. Pour moi, c'était la meilleure école de la vie possible entre le côté vraiment camaraderie, le côté être ensemble dans l'effort, le côté se pousser et aussi le côté juste aller aux entraînements. Parce qu'on n'est pas sur un sport d'intérieur. On n'a pas le confort de la salle de sport où c'est chauffé en hiver et climatisé en été. Là, quand tu es en hiver, le terrain, c'est du bois. Littéralement, il gèle, tu tombes, tu t'ouvres, tu t'exploses un genou, les crampons en fer ne rentrent pas dedans. Tu es sur de la neige. Tu plaques, tu te blesses. Tu ne veux même pas plaquer. Tu n'as pas envie d'entendre le mot plaquage. Il pleut, tu glisses. Tu as de la boue, des doigts dans les yeux, des coups de poing, etc. C'est vraiment un sport vraiment qui endurcit et qui apporte de belles valeurs parce que nouveau, on est ensemble dans l'effort. Autant en foot, tu peux avoir des personnes qui changent la donne, qui font tout le jeu à elles seules, qui portent une équipe. Au rugby, c'est jamais possible. Hmm. Au rugby, si tu es seul,
tu vas te faire faucher, c'est obligatoire. Il faut être plusieurs pour libérer une action, pour marquer un essai, pour transformer un essai. Et c'est super important parce qu'on est des camarades, on est des potes, on s'entraide. Et c'est justement cette notion de fin, de camaraderie qui m'a fait arrêter le rugby. Parce que plus j'avançais en âge, forcément, plus je suis passé d'un statut junior à un statut senior. Ce qui est naturel, c'est l'évolution. Sauf qu'en senior, l'équipe dans laquelle j'étais, du coup le club de Beaune, avait vraiment des ambitions de très très haut niveau. Et donc, qui dit haut niveau, dit recrutement d'étrangers. Donc de stars qui viennent d'autres pays, etc. Et en fait, l'équipe de Beaune n'avait plus de Beaunois, tout simplement. Donc, tous mes potes d'enfance, qui également partaient un peu dans tous les sens, à l'étranger, allaient travailler, changer de ville, plus le fait que l'équipe avait de plus en plus de personnes que je ne connaissais pas, a fait que j'ai perdu la camaraderie. Et je ne voulais plus me battre pour le groupe. J'avais plus cette valeur-là. J'avais perdu. Ça, couplé au fait que j'étais étudiant à l'époque, avec beaucoup de déplacements également, et avec des matchs parfois qui m'amenaient à Paris. Donc, des fois, tu partais le dimanche matin à 6 h du matin, tu rentrais dans la nuit du dimanche au lundi à 4 h. Et tu reprenais l'école après. Plus le travail en alternance. Ce qui était très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai dû tirer un trait sur le rugby, mais j'ai gardé par contre mes relations de rugby. On se voit tous les ans, on fait un bon repas tous les ans ensemble, on parle des souvenirs, et ça, ce sont des éléments que j'aime vraiment. C'est essentiel à ma vie. Ce n'est qu'une fois par an, mais c'est essentiel. Et après, du coup, je me suis mis également à la musculation, comme j'ai pu te le dire, parce que j'avais cette volonté déjà d'avoir un beau physique. On commence tous par là, j'ai fait des pompes dans ma salle de bain, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et en plus, j'ai la chance d'être génétiquement plutôt avantagé pour la musculation. J'ai des épaules très très larges naturellement, j'ai vraiment eu de la force depuis tout petit. J'ai commencé la musculation à 17 ans avec un max à 100 kg def couche d'entrée de jeu. Donc vraiment, ce qui est plutôt exceptionnel entre guillemets. Et vraiment, je me suis pris pour ce sport-là, j'ai adoré. J'ai adoré le côté, en fait, il faut te dépasser pour avoir des résultats. Le côté, tu n'as rien sans rien. Et surtout, j'ai aimé la musculation passer les 3 premières années. Parce qu'au début, c'est très simple. Tu fais n'importe quoi, tu progresses. Tout le monde progresse au départ. Surtout à 17 ans. Surtout à 17 ans. Tu es plein d'hormones, plein de testo, tu fais ce que tu veux, tu progresses, c'est merveilleux, tu n'as pas de stress dans la vie, c'est génial. Les barres montent, ton physique change, c'est parfait. Sauf que passer 3 ans, souvent, quand tu t'entraînes bien au départ, tu as déjà un seuil qui est compliqué à passer. Et c'est à partir de là que c'est intéressant. On voit les gens qui s'accrochent, les gens qui continuent, ou les gens qui font encore n'importe quoi, mais qui sont encore là, ou les gens qui prennent le temps de lire ce qu'est la musculation, de comprendre aussi pourquoi tel geste m'est adapté, pourquoi celui-ci ne m'est pas adapté, pourquoi j'ai moins de force que mon pote là-dessus alors que je l'explose à côté. Comment je capitalise sur mes forces, comment je peux combler un peu mes faiblesses. Pourquoi est-ce que pour moi, par exemple, je sais pas, le squat complet, c'est pas très bon. Pourquoi est-ce qu'au niveau du shrug épaule, j'ai du mal? Parce que je suis large d'épaule, c'est bête, mais le bras de levier est plus loin. Et comment je continue à progresser de façon microscopique, passer la 3e année jusqu'à la 12e année aujourd'hui, tu vois, même plus que 12. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musculation et je pense avoir fait un peu le tour. Pourtant, j'aime ça. Donc, j'ai été confronté à un petit problème. Je veux continuer, mais j'ai moins la motivation pour continuer. Donc, je me suis dit, c'est bête, mais je vais déléguer ma motivation. Je vais faire appel à Rudy Koya, que tu connais très bien, qui est un ami à moi, pour me coacher. Comme ça, il me file mes programmes, je me tais, il me pousse plus loin que ce que je pensais pouvoir me pousser. Et juste, j'exécute. Je ne pose pas de questions. Le mec, c'est un expert. Il ne me fait pas faire n'importe quoi. Mais au moins, c'est clé en main, c'est prédigéré. Là, je sais que j'ai 10 séries à 115 à faire au def couche. Bah, je fais 10 séries à 115. Et je me tais. Après, je me note de 1 à 10. Lui, ajuste derrière. J'ai des pompes à 50 kg sur le dos. Je l'ai fait. OK. Maintenant, on passe à autre chose. Mais j'ai plus cette notion de je réfléchis à mon cycle de progression. Je fais ça. Ah, j'ai vu ce super exo potentiellement. Je vais l'essayer. Mais du coup, il faut que j'abandonne celui-ci. Est-ce que j'en fais trop, pas assez? Et en plus, cette notion de OK, j'ai un business, j'ai 3 podcasts, j'ai de l'immobilier, j'ai des enfants. J'ai pas envie aujourd'hui. Sauf que quand tu as un Rudy Koya à qui tu dois faire et rendre des comptes toutes les semaines, t'as beau ne pas avoir envie, tu la trouves l'envie. Oui, et puis comme tu l'as dit, tu as la charge mentale de devoir faire la programmation et de faire qui est enlevée. Donc déjà, c'est moins coûteux en énergie. Bien sûr. Complètement, c'est vrai. Tu arrives, c'est clé en main, tu as ton programme chaque lundi matin, tu sais ce que tu as à faire, c'est parfait. Et c'est pas un programme, on va dire, type Internet qui ne change pas. Là, ça évolue selon les retours que tu fais, selon tes douleurs, tes blessures, selon ta morpho-anatomie. Et donc, effectivement, j'ai fait le tour de la musculation, mais j'en fais toujours. D'ailleurs, je sors de ma séance juste avant notre échange. Séance pec biceps, pour être précis par rapport à la séance. Et je me suis mis du coup au Krav Maga maintenant depuis septembre dernier. J'ai adoré. Ça fait des années que je veux faire un sport de combat. Sauf que, pareil, rugby, musculation, vie quotidienne, puis enfant m'ont empêché de le faire en quelque sorte. Je n'ai pas donné la priorité à ça, on va dire. Maintenant, je me la suis accordée parce que maintenant, les enfants sont à l'école ou sont à la crèche. J'ai plus de visibilité par rapport à mon planning. Et j'ai Aurélie qui me permet de le faire aussi. Franchement, elle m'aide. Quand je suis là-bas, elle s'occupe des enfants. Donc, c'est génial. Et donc, j'en fais 2 fois par semaine et c'est une vraie passion. J'ai trouvé ça génial. J'aime la discipline du sport de combat.
le respect sur le dojo. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est le côté, il faut pas se fier aux apparences. Quand tu as un mec qui est gringalé devant toi, qui paye pas de mine, mais qui a fait 10 ans de pied-point, qui est ceinture noire de JJB ou autre, en fait, tu apprends à respecter davantage les gens dans la rue. À pas les critiquer, à pas avoir d'idées préconçues par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à ce qu'ils valent. Parce qu'en fait, n'importe quel physique peut cacher des années d'art martial derrière. Et c'est vrai que autant le rugby, autant la musculation, ça marque un corps. Ça le dessine. On reconnaît un rugbyman. On reconnaît un nageur. On reconnaît un culturiste. Un mec qui fait un sport de combat, on le reconnaît un peu moins. Et ça peut être un peu trompeur parfois. Et donc, je l'ai appris très rapidement en arrivant sur le dojo, effectivement, comme quoi c'est pas le physique qui fait les compétences. Et donc, j'aime effectivement cette discipline, ce que ça impulse, la valeur du dojo, le respect, le côté aussi martial, le côté ancestral qu'il y a derrière, le salut au maître qui a créé le Krav Maga avant chaque séance, à la fin de chaque séance, le respect du coach, la dynamique. Ça m'a vraiment pris au cœur. J'adore cette discipline et je compte poursuivre durant très longtemps. Donc oui, mes techniques ont évolué pour reprendre un peu ton questionnement à la base. J'avais un sport qui était le rugby, qui était plus axé cardio, mine de rien, parce que constamment dans le mouvement, être au sol, se relever, batailler, lutter, courir, sprinter, marcher, se reposer, attendre, être vigilant, faire des passes, avec la lucidité qui va avec. Le côté musculation qui est juste sur la force, en quelque sorte, l'explosivité. Et le craft qui est plus cette notion d'analyse, de réflexe, de mécanisme. À nouveau, on est en mode système 1 du cerveau humain. On impulse des chemins neuronaux pour, dès qu'une action se produit, la réaction, ça doit être ça. Et on le fait efficacement. Le côté vraiment méta-analyse de soi-même, de sa position, la position de l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il ne l'est pas? Comment je lis dans son jeu? Le coup va partir comment? Comment je le contre? Comment je réagis? Donc j'aime beaucoup effectivement cette notion d'analyse qui impulse le Krav Maga. Donc oui, ma pratique du sport a changé. Et aussi, elle est plus tournée santé. Mine de rien, et c'est logique, hein, plus tu vieillis, logiquement, si tu prends le temps un peu de comprendre les choses, tu te rends plus vers la santé que vers la performance. Parce qu'effectivement, avant, j'avais des barres à 170 au def couche en max. Tu mets ça aujourd'hui, je pense que je décède sous la barre, et tant mieux. J'ai perdu en force, ça me fait un peu mal au cœur, dans un sens, mais je sais que c'est pour mon bien. Le corps est comme ça, je vais pas me forcer, ça sert à rien. Là, j'ai un ami, mon meilleur pote, qui m'a dit il y a une semaine en arrière, viens, on s'inscrit à l'homme le plus fort du Morvan. Il m'a dit non, mec, ça m'intéresse plus. Fais-le si tu veux, on a 3 ans de moins, fais-le. T'es dedans, t'as pas d'enfant, t'as des bons segments pour le faire en plus. Moi, je les ai pas, je vais pas le faire, je vais me blesser. Il y a 6 ans en arrière, je l'aurais fait. Là, j'ai plus envie. Là, ce que je veux, c'est ma santé. C'est avoir un corps harmonieux, c'est inspirer aussi mes enfants par mon sport parce que je le pratique à la maison dans ma salle personnelle. Et c'est juste incarner les valeurs que je veux donner. Dans mon podcast, je parle de santé, je parle de respect de soi. Qui je serais pour parler de ça en faisant des barres qui ne sont pas bonnes pour moi? En faisant un sport qui n'est pas aligné avec mes valeurs, en mangeant trop calorique pour prendre du muscle à outrance. Ça n'irait pas, il y aurait une dichotomie quelque part. Et je veux pas ça. Donc oui, effectivement, la pratique du sport a vraiment évolué en fonction de ma vie, de mon expérience, de mes enfants et de ce que je veux faire aussi. Finalement, je pense qu'on peut presque, par rapport à tout ce que tu nous dis, et je pense que tout le monde, en fait, résonne avec ton discours et voit très bien ce cheminement-là, hein, et l'évolution des choses, c'est de changer peut-être la sémantique du mot performance, où on tourne souvent le terme performance autour d'un résultat à atteindre, en fait. C'est-à-dire, tu juges la performance si tu as atteint ou non le résultat. Alors que si on place le côté performance vers soi-même, c'est-à-dire vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire quand je vais être le plus performant, ça veut dire quand je vais le plus me respecter, que je vais être en adéquation, en harmonie avec ce dont j'ai besoin maintenant. Et en fait, quand je vais être le plus performant, c'est quand je vais être le plus épanoui. Donc, à l'âge que tu as maintenant, comme tu l'as dit, c'est plus du tout, tu vas prendre un maximum de plaisir, tu vas être le plus performant avec une barre qui a peut-être 20 ou 30 kilos en moins dessus. Par contre, quand tu vas la soulever, tu vas te sentir au moins aussi bien que quand tu avais 20 ans et que tu faisais 170 kilos au développé couché. Et pour des meilleures raisons, selon moi, en plus. Comment? Parce que pour des meilleures raisons, selon moi, en plus. Parce que la motivation devient intrinsèque. Là où avant, tu avais le côté presque égoliste. Je suis le plus fort de la salle. C'est plus pour impressionner les autres. Maintenant, c'est pour moi réellement que je le fais. C'est pour également le moi du futur. Donc oui, tu as entièrement raison. Et je pense que les gens qui se raccrochent, encore une fois, à des objectifs de leur jeunesse pour les mettre en place aujourd'hui sont profondément tristes. Parce qu'ils courent après un élément qu'ils n'auront plus. Où ils vont se forcer à l'avoir, mais en se blessant en conséquence. Donc je pense effectivement que tu as raison. Le terme de performance, c'est un peu à revoir ou à revisiter, comme tu l'as dit. En tout cas, il faut peut-être pas faire un amalgame sur
Et tout mélanger, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, dans la motivation intrinsèque ou extrinsèque, faire la différence entre la qualité de ce qu'on est en train de faire et le résultat Mmh. attendu ou obtenu, la chose externe, la comparaison avec les autres, etc. Et on a l'impression derrière ce terme performance, on fait un amalgame de tout. On met un peu tout, c'est un fourre-tout. Et donc, comment j'évalue en fait ce que je viens de faire? Est-ce que j'évalue par rapport à mon ressenti, par rapport à mon plaisir uniquement? Non, si c'est le plaisir uniquement, jamais on va vraiment se pousser dans la zone rouge, ou jamais on va vouloir parfois aller dans l'inconfort véritable, etc. Donc ça peut pas être le seul prisme par lequel on juge les choses. Et voilà, donc peut-être prendre le temps de redéfinir ce terme-là pour tout un chacun. Peut-être on a tous une définition qui sera un petit peu différente les uns des autres. On a fait un tour qui est déjà pas mal, qui donne pas mal de billes, je pense, pour les gens qui sont entrepreneurs, qui ont des enfants, qui sont intéressés par l'aspect neuro, la compréhension du cerveau, compréhension de nos actes, de nos routines, etc. Mais évidemment, j'ai quelques... Tu voulais dire quelque chose, non? Non, je vais savoir maintenant, en fait, je te retourne la question, comment a évolué ton rapport au sport, toi aussi? Parce que tu en as fait beaucoup. Tu as beaucoup changé aussi. Là, c'est le Ouais, CrossFit à l'heure actuelle. peut-être un peu comme toi, j'ai pas trop papillonné non plus. D'accord. J'ai fait beaucoup en termes de volume, ça c'est sûr. Ma relation au sport, elle a évolué en même temps que ma relation à moi-même, très Mmh. concrètement. Et je pense que c'est un peu ce que tu nous as dit. Oui. Euh, c'est, euh, je suis passé par une enfance justement où mon corps c'était plus une honte qu'autre chose. Voilà, c'était un petit peu plus le sujet des moqueries et moi me cacher euh, Mmh. à une révolte par rapport à ça, dire non, ça suffit, je veux pas ça, je veux pas d'un corps comme ça, je veux pas d'une image de moi dont je suis pas fier. Donc, je tombais dans le karaté, puis la musculation aussi, entre autres, la boxe anglaise. Le tennis a été mon premier sport de cœur que j'ai toujours pratiqué, mais le tennis, il a pas ce côté transformation du corps autant que Mmh. d'autres sports de combat, sports, en tout cas, où la préparation physique est plus prépondérante, on va dire. Surtout quand tu fais du tennis au jeune âge, on te fait pas faire des pompes, des squats et une PPG spécifique. Et de fil en aiguille, beaucoup de choses ont changé parce que tu passes par les étapes de la vie que sont l'adolescence, le premier âge adulte où tu renvoies aussi une image de sportif, donc ça te fait plaisir aussi. Oui. Donc tu vas dans ce sens-là, ça attire les regards, t'es content, ça attire pas les regards, tu dis bon, mais qu'est-ce que je fais mal? Peut-être qu'il faut que je fasse des choses en plus. Il y a le côté plaisir, il y a le côté familial, il y a le côté d'être seul aussi parce que j'étais au Japon, tu vois, j'étais seul Mmh. pendant longtemps, pendant 6 7 ans. Donc, ça veut dire t'entraîner seul, en tout cas loin de ceux que tu considères être comme tes amis et ta famille. Donc, t'as pas leur regard. Et ça, d'un coup, ça change pas mal de choses finalement. Mmh. Tu t'autorises à faire des choses que tu ne serais pas autorisé en France, en tout cas dans ta ville et ton village où tu as grandi, où tu es conditionné par plein de choses. C'est-à-dire le candidaton, ce qu'on pense de toi, dans la ville, dans le village, dans la famille, etc. Et si t'es pas la personne qui fait des marathons, tu vas beaucoup moins oser faire un marathon que si tu es à l'autre bout de la planète et tu dis bah ouais, ok, j'y Mmh. vais demain, pas de problème. Mais alors, de toute façon, personne ne me regarde, personne ne me connaît. Et ça déverrouille pas mal de choses. Et les sports de combat, je te rejoins. Là où tu as trouvé le Krav Maga, moi, ça a été plus le karaté et la boxe anglaise, où tout d'un coup, l'autre est un miroir de toi-même. Tu te vois sans arrêt, sans masque. Tu peux pas mettre de masque. Donc tu te vois toi-même, tu vois tes réflexes, tu vois tes schémas de pensée, tu vois quand tu as envie de fuir, quand tu as envie de te barrer, tu dis, mais je suis pas venu pour me prendre des coups, c'est quoi cette histoire? Et tu restes quand même. Et c'est vraiment une école, les sports de combat, et c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait un des cours de self-défense au sein du CNH. C'était très important pour moi. Et donc, ouais, ça a vraiment évolué. Et après, j'ai eu une grosse période solitaire où je me suis entraîné seul, euh, ce qui était très bien aussi, très intéressant dans le street workout, plutôt calisthenics, etc. Et c'est vrai que le CrossFit, alors j'ai essayé plein de box et j'ai trouvé peu de coachs qui sont bien. J'en ai trouvé deux. Et là, dernièrement, donc, comme j'ai déménagé, j'en ai trouvé une nouvelle où il y a vraiment je l'embrasse, c'est Sam qui est devenu un ami, quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Et quand tu crées un lieu qui est très bienveillant, tu permets dans le monde du sport aux gens d'être aussi performants. C'est-à-dire la bienveillance, c'est un lieu où on ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, où tu peux te permettre d'être toi-même et tu ne seras pas jugé. Et Sam, bon, c'est une armoire à glace, certes.
Et le gars, il fait des perfs, tu vois bouger, tu te dis, mais en fait, on n'est pas de la même espèce, quoi, tu vois, ça bouge trop bien, tu vois. Et c'est l'homme le plus gentil de la planète, mais d'une gentillesse. Et pourtant, les élèves, parfois, tu vois, tu as des groupes, c'est normal, c'est le bordel, quoi, c'est insupportable. Moi, je dirais, si c'était moi qui encadrais, mais je pèterais un câble, tu vois. Et lui, il est toujours gentil, toujours bienveillant, etc. Enfin bref, c'est quelqu'un en or, tu vois. Et en plus, et donc, dans cette bienveillance, il permet d'être performant. Tu vois. Et dans le sens performance dont on a parlé juste avant, avec cette nouvelle définition, qui est plus une forme d'épanouissement et de se donner à fond et d'être fier de soi. Il permet ça parce que la bienveillance. Pour moi, ça c'est. Si c'était pas là, ça ne nous permettrait pas justement d'être performant. Et donc, bienveillance, performance, ce qui permet aussi la discipline. C'est-à-dire permet d'être intransigeant. Cette bienveillance-là lui permet de nous dire, vous êtes des gymnastes, j'accepterai pas que vous fassiez un mouvement pourri. Il y a un truc où la forme est cassée, tu vois, pas un beau squat, pas une belle traction, pas des beaux muscle-up, comme on appelle ça, quand on passe au-dessus de la barre ou des anneaux. Respectez-vous, donc exigez de vous-même quelque chose de parfait dans l'exécution. Et ça, c'est très fort, et c'est rare de trouver des lieux comme ça, où soit on agit comme ça, on essaie d'être performant par la peur, par le fait de s'obliger, ou presque parfois de l'auto-sabotage, tu vois, où tu te fais du mal pour te faire du mal, et tout est amalgamé là-dedans. Et donc le CrossFit, ben voilà, c'est une nouvelle manière, comme toi, où la PPG et la musculation, on en fait le tour, on s'y éclate toujours, mais c'est différent d'avant. Et on cherche des choses nouvelles. Bon, bah là, CrossFit, tu vas apprendre à marcher sur les mains, tu vas apprendre à travailler aux anneaux, tu vas apprendre à faire de l'haltérophilie. C'est sans cesse des nouveaux mouvements, à faire des doubles sauts à la corde à sauter. C'était ça ce matin. Maintenant, ça commence à passer. Quand tu commences à apprendre un nouveau mouvement, mais qu'est-ce que tu kiffes? Donc voilà, ça, pour répondre à ta question, ça a évolué avec tout simplement mon évolution personnelle, quoi, je pense. C'est intéressant parce que tu parles à nouveau d'exemplarité. On veut tout simplement coller à l'exemple que l'on a. Moi, si je reprends le rugby, à une époque, mes entraîneurs buvaient de la bière sur le bord des stades et fumaient. Ils étaient tous bedonnants. Mais comment tu veux montrer l'exemple à des enfants comment tu veux leur dire de faire un sprint, de faire des tours de terrain quand toi-même, tu ne peux pas le faire? Et les meilleurs entraîneurs que j'ai eus, c'est ceux qui le faisaient avec nous. C'est eux qui te motivent. Tu parles de Sam, comme tu l'as très bien dit. Le mec, c'est une armoire, il est propre, il est respectable. Tu veux tout simplement l'honorer par tes gestes, par ta présence, par ton respect. Et c'est ce que je veux également pour mes enfants. On en revient effectivement à des valeurs, au final, au principe premier, comme tu l'as dit. Montre les choses plutôt que de les dire. Sois l'exemple que tu veux incarner. Et naturellement, les gens vont te suivre. Et n'attends d'applaudissements que de toi-même ou de tes proches. Comme disait le proverbe Sophie. Mais ouais. Ouais, bien sûr. Cette exemplarité-là, elle est tellement porteuse et elle nous permet de nous réapproprier l'amour-propre, hein, qui est quand même, pour moi, la grande carence du 21e siècle. Oui. Et qui permet, après, justement, l'empathie, la compassion, l'amour vers autrui. Mais si ça ne passe pas d'abord par soi-même, c'est vraiment très, très compliqué. Allez, pour terminer, parce que j'ai la chance de t'avoir dans mon école, d'où ça vient, justement, ce besoin de te former continuellement, de repartir dans une nouvelle formation, de réapprendre des choses. Parce qu'on comprend bien que tu kiffes transmettre. Okay, donc on se dit, bon, bah, par nécessité, il faut qu'il continue à apprendre pour pouvoir continuer à transmettre. Mais là, c'est quand même autre chose, quoi. Repartir dans un cursus de 18 mois, de 24 mois, ou prendre des choses sur le long cours. Est-ce que ça rejoint uniquement que la transmission, ou est-ce que tu as vraiment une soif aussi d'apprendre? Mais pour moi, c'est presque une question effrayante parce que c'est bizarre qu'on pose cette question-là. L'être humain a toujours voulu apprendre constamment. Naturellement, il a voulu évoluer, comprendre son environnement pour le maîtriser, pour s'en sortir, pour s'améliorer. Et aujourd'hui, les gens se cantonnent à apprentissage égale école. Et c'est terrible d'en arriver là, je trouve. Aujourd'hui, les gens comme toi et moi, les gens qui apprennent, sont quasiment aujourd'hui des marginaux. Pourquoi tu te prends la tête à te former aujourd'hui? Pourquoi tu lis des livres? Pourquoi tu écoutes des choses compliquées? Pourquoi tu fais ça? Parce que 30 ans, c'est fini. Il faut arrêter. En fait, j'ai besoin de comprendre le monde. C'est ça, en fait. Mon but d'apprendre, c'est de comprendre le monde qui m'entoure. C'est un peu comme ne pas être dans la matrice, en quelque sorte. C'est un peu bizarre de dire ça, j'en ai conscience, mais juste avoir une vision du monde qui est plus large que celle des autres. Et ça qu'on lit très souvent, en fait, le monde est défini par le vocabulaire qu'on a pour le définir. Littéralement, si un vocabulaire, c'est 200 mots, vocabulaire en termes de connaissances, de compétences, de mots, etc., de citations, de connaissances de personnes, de réseaux, eh bien, on verra qu'un micro-monde autour de nous.
Si on comprend réellement le monde avec 500, 600, 800, 900 mots, on voit un monde différent. Et ça, très souvent non. J'ai entendu récemment une super citation qui dit que les gens pensent croire ce qu'ils voient, alors que les gens voient ce qu'ils croient. Tout simplement. Et plus donc on va élargir notre spectre de connaissances, de savoir, d'apprentissage, plus on verra de choses autour de nous. Mais c'est merveilleux. Quand tu vois une plante pousser et tu sais ce qu'il y a derrière, c'est génial. Tu as une nouvelle lecture de la plante. Pareil pour les animaux, pareil pour tes enfants. Quand tu comprends pourquoi il fait ça, c'est génial. Maintenant, tu peux soit l'aider à ne plus le faire, soit l'aider à le faire encore plus. Quand tu comprends même toi-même, si on vient vraiment au côté égocentrique, de pourquoi je m'énerve quand je suis face à telle situation, pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi est-ce que quand j'ai mal dormi, j'ai plus faim, parce qu'au niveau du corps, il se passe des réactions chimiques qui, évolutivement parlant, ont permis la survie. Parce que qui dit manque de sommeil dit manque d'énergie, qui dit manque d'énergie dit besoin d'en récupérer par la nourriture pour survivre. Et en fait, ce que j'aime, c'est avoir cette lecture du monde-là, avoir cette compréhension-là. C'est vraiment cette notion de, OK, le monde, je le perçois beaucoup plus que les autres en quelque sorte. Et je peux En tout cas, l'expliquer aussi aux autres. il fait sens. Donc, il fait sens pour toi, en tout cas. Il y a un Voilà, il apaisement fait sens de la pour moi. compréhension, bien sûr. Donc c'est rassurant aussi. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de me former. Parce que j'aime comprendre les choses et j'aime comprendre le monde en quelque sorte. Magnifique. Je ne sais pas quelle est ta valeur, toi, ton moteur derrière. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un autre? Mais en tout cas, moi, c'est clair que c'est celui-ci. Ah bah, très clairement, hein, je vais te rejoindre, hein. C'est-à-dire que quand je comprends quelque chose, et il y a, tu sais, dans le yoga, dans le yoga et même dans l'hindouisme, mais en tout cas dans certains mantras, généralement on termine une pratique par chanti, chanti, Mhm. chanti. Om Namah Shivaya, chanti, chanti, chanti. Il y a le poète T.S. Eliot, anglais, qui avait traduit chanti, chanti, chanti par la compréhension, l'apaisement qui vient de la compréhension. Oui. Ben voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'une pratique méditative, c'est un mode d'introspection et de compréhension de soi-même. C'est-à-dire pour dévoiler les mécanismes de l'esprit qui permettent le dévoilement, justement. C'est-à-dire se comprendre soi-même et voir ses schémas de pensée, etc. Et ça doit nous mener, donc tu termines cette méditation en disant ça, parce que quand tu as dévoilé les choses et que tu as compris, tu es apaisé et tu es épanoui, tu te sens vachement bien. Et les tout débuts de Vérisme TV, tout début, quand je faisais que des cours de physio dessus, quand je prenais Jean-Louis avec moi et qu'on parlait vraiment de physio pure, c'était l'expression même du surplus d'énergie qui avait été dégagé par la compréhension du matin. C'est-à-dire le matin, Mhm. je fais mon livre de physio, et je me dis, putain, mais c'est dingue! Tu lis le système hormonal, c'est merveilleux ce truc, tu lis le système nerveux. Et j'avais la banane, véritablement, tu vois. Et je notais, et parfois je me disais, je notais même, tu vois, comme toi avec ton carnet, je revois mes notes scientifiques, donc, où je fais une flèche et dans la marge, je note une note perso, et j'écris, c'est complètement dingue, tu vois. J'écris, ça c'est ouf, tu vois. Et je mets des flèches comme ça et des couleurs et j'entoure. Et, et ça, surfant sur cette vague voilà, de joie, quoi, hein, et ben j'en faisais un résumé, une synthèse et je transmettais. Et là, c'était double effet qui se coule, comme on dit, double dose de joie. C'est-à-dire, tu le transmets, tu le synthétises et tu te dis, il y a des gens qui vont écouter ça. Puis après, tu lis les commentaires des gens qui sont contents. Enfin, tu sais, c'est les récompenses sans arrêt, quoi. Et donc, ouais, le besoin de me former, il a été. Je te rejoins totalement sur ça, c'est-à-dire le besoin de comprendre le monde qui nous entoure, parce que le cerveau humain a un besoin puissant de faire sens, de trouver du sens dans ce qui l'entoure par rapport à son mode de saisie. Tu vois, vraiment, c'est très imagé, mais c'est vraiment comment je saisis le monde, permet ma signification et permet à mon système sensorimoteur d'exister, en fait. Ça a été la première constatation que j'ai très rapidement faite, la même que la tienne. Et puis la deuxième, ça a été, même si je ne le voyais pas tout de suite, que les formations me permettaient de rencontrer des gens. Et Mhm. là, c'était, ben oui, en fait, ben oui. Si tu cherchais juste à trouver des gens qui partagent ta même façon de voir les choses, et la création de l'école, en fait, c'était juste la continuité de ça, c'est-à-dire, ok, quelle serait la situation idéale pour tout rassembler, c'est-à-dire on apprend et on est entre nous, bon, bah, tu crées un centre de formation. Ça, j'ai vu par ton école, je ne l'ai pas vécu avant. Hmm, Mais tu as entièrement raison. C'est vrai qu'on ouais, voit des gens comme nous. Moi, on ouais. s'est dit, Coralie, en fait, c'est juste un sas de gens C'est ça, comme nous. exactement. Et c'est génial d'avoir des gens comme nous. C'est ça, donc c'est clair. Et franchement, j'aurais tellement aimé que tu sois là au festival, mais au moins il y avait à tout s'étendre. Mais le festival du potentiel humain, euh, combien de personnes que je connaissais pas, qui étaient même pas dans l'école, hein, venaient et me disaient exactement ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, mais c'est dingue. En fait, ici,
j'ai l'impression que je peux être moi-même et que tout le monde est comme moi, en fait. Mmh. Et c'est tellement bon de trouver ça, quoi. Donc voilà, donc pour te répondre à ta question, c'était ça aussi, c'était trouver, deuxièmement, continuer à me former, oui, pour moi, mais aussi parce que quand je suis allé voir Mathieu Boulet pour l'Institut IP, quand je suis allé voir plein Mmh. d'autres, toutes les formations que tu fais aussi, eh ben, tu rencontres des gens super, quoi. Et ça, après, c'est des amitiés, tu vois, très rapides qui se lâchent pas, quoi. Ouais, je vois avec toi, je vois avec Pierre Etchard, avec Julien Lepage. Ouais. C'est que maintenant, grâce à ton école, on échange régulièrement également sur plein de sujets. C'est génial. Et la connexion, elle va très très vite, quoi. C'est-à-dire, Ça va très vite, c'est bien sûr. transparent, quoi. En fait, on se connaît depuis des années. Maintenant, Oui, on s'est rencontrés complètement. à 5 minutes, mais on le sent pas, quoi. Ouais, Complètement. c'est clair. Mon cher ami, toutes les questions sont épuisées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que devant nous, on a un mois de pause de One Piece, ça, il faut le Oh, dire. mais quelle Hein. horreur! Mais j'ai Berserk pour compenser. Voilà. Finissons sur une bonne note. Tu lis Berserk. Il y a des œuvres quand même majeures qui vont nous tenir en haleine ces prochaines années. Donc, on vit une époque magnifique. On vit une époque où on aura Mm. vécu voilà, la vraie aventure One Piece. Ça c'est dit. Où est-ce on se retrouve sur les réseaux, cher Jérémy Coron? On tape Jérémy Coron sur Google et tout sort? Comment ça se passe? Logiquement, oui. J'ose espérer. Non, mais tapez notamment sur YouTube Jérémy Coron, parce que maintenant, je filme mes podcasts Ouais. depuis début 2023, Mhm. avec un gros travail de montage pour rendre les choses assez, pas dynamiques, hein, on n'est pas sur les codes de YouTube, juste pour illustrer un peu mes propos. Ok. Typiquement, dès lors que je cite une étude, elle apparaît à l'écran, le passage intéressant est surligné. En fait, je ne voulais pas filmer pour filmer. Je voulais qu'il y ait une plus-value derrière. Également sur LinkedIn, pour les personnes qui sont dessus et qui m'écoutent, où je poste tous les jours, littéralement. Et aussi maintenant, depuis peu, sur Instagram, grâce à Constance, la compagne de David du podcast Limitless, un ami Mhm. aussi à nous, qui gère mon compte Instagram. Et c'est juste génial parce que je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Je déteste ça. Et donc, j'ai délégué cette partie à Constance, qui fait un super travail et donc qui sort des shorts de mes interviews ou autres pour les Ok. mettre directement sur Instagram. Super. Et sinon, Ouais. contactez-moi. Et aussi l'atelier du coup gratuit d'initiation à la neuroproductivité, Mhm. dont on a parlé un peu précédemment, et où effectivement je partage les bases de cette méthode-là pour voir si oui ou non elle peut vous intéresser. Génial. Bon, tous les liens seront dans la description de la vidéo, bien entendu. Et dans ton école aussi, Eh bien oui, sûr. Et oui, eh oui. évidemment. Et chez toi d'ici un mois. Ouais, à la maison, ça va être très très D'ailleurs, sympa. l'adresse, si jamais. Oh, je te l'ai donné, non? Non, mais je parle aux auditeurs, à tout le monde. Ah oui. Bah non, c'est entre nous. Alors, entre nous, il y aura Slim, il y aura Stel Gentis, il y aura David de Limitless Podcast, il y aura toi. On va tellement s'amuser, On va bien s'amuser, je pense, oui. c'est clair. Bon, mon Jérém, cher Nakama, Merci pour merci. l'invitation. Merci beaucoup à toi. Sincèrement, encore une fois, merci pour les questions de qualité et pour l'accueil qui est juste parfait. T'es de retour sur Verisme TV quand tu veux. Avec Quand grand c'est plaisir. Avec À très très grand vite. plaisir. À très vite. Allez, bye Ciao. bye. Bye.